En attendant de retrouver Karine plus tard dans l'émission, voici maintenant la bouleversante histoire d'Aurélie, dont l'argent hérité de sa mère aurait été détourné par un de ses oncles. Un reportage de Josa Enjambe. Mercredi 3 octobre, rédaction de Sans aucun doute. Comme chaque semaine, nous recevons des centaines de témoignages et d'appels au secours. Cette fois, c'est un homme qui nous écrit pour sa petite amie. Sans perdre une minute, nous contactons la victime. Il a été égoïste, quoi. Il a pensé à lui, il n'a pas pensé à elle, il n'a pas pensé à moi. En conférence de rédaction, nous évoquons l'affaire. Un homme aurait détourné l'argent de sa propre nièce. En jeu, 20 000 €. Une sombre affaire de famille sur fond de mensonges et de faux-semblants. Je lui demanderai s'il n'a pas honte et s'il dort bien la nuit, s'il arrive à se regarder encore dans une glace. Vous allez voir comment un homme a littéralement profité d'un drame familial. C'est méchant, c'est mesquin, c'est égoïste, c'est lâche, c'est tout ce qu'on veut, quoi. Il n'y a pas de mots pour définir ce qu'il a fait. Vous allez voir comment cet homme a outrepassé les dernières volontés d'une femme. On ne fait pas ça avec sa famille. Et surtout pas avec un enfant. Voici la terrible histoire d'Aurélie. L'histoire d'Aurélie commence il y a 23 ans. En venant au monde ce 15 novembre 1983, la petite fille fait le bonheur de Michel, sa mère, qui est à l'époque célibataire. Ma mère a fait le choix de m'élever seule. Elle voulut faire un enfant toute seule et puis ça s'est fait comme ça. Grâce à Aurélie, Michel est la plus heureuse des mamans. Mais malgré tout l'amour qu'elle lui porte, il manque une pièce au puzzle. Aurélie ne connaît pas son père. Pour comprendre la situation, il faut revenir plusieurs années en arrière. Mes parents se rencontrent sur le lieu de travail, puisqu'ils travaillent dans la même boîte. Et puis de là naît la relation extra-conjugale et ma conception. Je suis le fruit du péché, entre guillemets, parce que c'est péché d'aller voir ailleurs, mais je sais que j'ai été voulue et voilà, je suis un enfant comme les autres. Enfin, j'étais une enfant comme les autres. Lorsque les parents d'Aurélie se rencontrent, c'est le coup de foudre. Problème, son père est déjà marié et a 3 enfants. Aurélie est donc une enfant adultérine. À cause de ça, elle va être privée de son père pendant des années. Ce n'est que plus tard que sa mère lui révélera sa véritable identité. Alors j'ai vécu sans savoir qui était mon père jusqu'à mes 8 ans, puisque le jour de mes 8 ans, ma mère m'a avoué qui était mon père. Après toutes ces années, Aurélie sait enfin qui est son père. Mais toute son enfance, elle la passera sans lui. Une jeunesse marquée par le lourd secret de ses parents. Pourtant, la vie n'en a pas fini avec elle. Un fameux jour de mai 1998, le sort s'acharne. Malheureusement, ma mère est tombée malade. Donc, elle a déclaré un cancer. Donc, généralisé foudroyant. Donc, elle est rentrée à l'hôpital au mois de mai. Et elle en est décédée au mois de juillet. Donc, ça a été très vite. Quand on a 13 ans, on ne comprend pas ce qui se passe. On comprend pas, on voit pas les choses venir, on comprend pas ce qui s'est passé, on comprend pas pourquoi ça arrive. Personne m'a dit ta maman a un cancer, ta maman va peut-être mourir. Je l'ai pas entendu, on me l'a pas expliqué, j'ai pas compris ce qui se passait. Le cancer est foudroyant. En 2 mois, il emporte la mère d'Aurélie. La jeune fille n'est alors âgée que de 13 ans. Lorsqu'elle évoque ces moments douloureux, l'émotion est encore très forte. J'avais pas pris conscience de ce qui se passait. D'ailleurs, j'allais à un enterrement, mais pour moi, c'était pas celui de ma mère, c'était une mascarade, c'était pas... Elle allait revenir. Elle allait revenir, j'en ai rêvé très longtemps après, mais elle était vivante dans mes rêves, donc pour moi, elle allait revenir. C'est quelques années plus tard que j'ai ressenti l'effet boomerang et que ça n'a pas été. À l'époque, la mère d'Aurélie sait que son temps est compté. Elle contacte alors Alain, le père de sa fille. Sur son lit de mort, elle lui fait part de ses dernières volontés et lui fait promettre de s'occuper d'Aurélie, sa fille, qu'il ne connaît pas. En fait, elle savait maintenant qu'elle était atteinte d'un cancer.
Et là, ce jour-là, elle m'a dit il va falloir s'occuper d'Aurélie, je vois pas qui peut s'en occuper d'autre. J'avais pas le choix, Aurélie, elle s'est pas faite toute seule. Elle s'est faite à 2 personnes qui se sont aimées. Il était important que, au moins, sa mère puisse partir tranquille en se disant c'est bon, je peux laisser la gamine, maintenant, il n'y a plus de problème. Les dernières volontés de Michel seront exaucées. Devant la gravité de la situation, Alain révèle son lourd secret à sa femme, au risque de perdre ce qu'il a de plus cher, sa famille. Alors, j'avoue en premier à mon épouse. Ça lui a pas fait plaisir. Puis, au bout d'un moment, je lui ai dit, de toute façon, j'ai pas le choix. Il faut que je la reconnaisse. Et elle m'a dit, pas tout de suite, mais peut-être dans les 10 minutes, un quart d'heure ou 20 minutes après, de toute façon, c'est normal, tu dois la reconnaître, point. Et c'était fini. Et on a pu parler de la soirée. Il a fallu qu'elle digère. Une pilule qui n'était pas facile à digérer. Désormais, Alain souhaite officialiser sa nouvelle paternité. C'est lors d'un conseil de famille dirigé par un juge et en présence des oncles et tantes d'Aurélie qu'il émet le souhait de s'occuper de sa fille. Le premier conseil de famille qu'il y a eu, et ça s'est fait à l'occasion d'une convocation d'une juge qui nous a demandé de venir pour la responsabilité du tutorat. J'avais dit que je souhaiterais être le tuteur ayant fait les démarches de paternité et que je pense que ça serait normal qu'en tant que père, je puisse être le tuteur. Là, malheureusement, ça ne s'est pas fait comme ça. La famille a dit que non, c'est pas possible. Alain obtient la garde de sa fille, mais la famille d'Aurélie s'en méfie. En effet, au décès de sa mère, l'adolescente hérite de son assurance vie, 20 000 € en tout. La famille craint que le père d'Aurélie, fraîchement débarqué dans sa vie, profite de cet argent. C'est donc un des oncles d'Aurélie qui est nommé tuteur et qui va gérer ses comptes jusqu'à sa majorité. Mais à ses 18 ans, lorsqu'Aurélie sollicite son oncle, une mauvaise surprise l'attend. Quand on lui a réclamé des comptes, tout simplement, il nous a envoyé un relevé de compte qui me paraissait suspect parce que les chiffres n'étaient pas écrits pareil d'une ligne à l'autre. Il y a quelque chose qui ne passait pas, ça ne tombait pas pile, il n'y avait pas les intérêts, ça faisait je ne sais pas combien de temps que l'argent était placé, donc ça ne correspondait pas, il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Mon père a décidé de lui écrire une lettre en disant qu'il allait faire appel à son avocat. Et là, il nous a avoué qu'en fait, il n'y avait plus rien. Et c'est là qu'on a commencé à avoir quelques éléments, et puis qu'il n'y avait plus un sou sur le compte depuis très très longtemps. Pour parler vulgairement, je suis tombée sur le cul. C'est un manque de respect total. Envers votre mère ? Envers moi, envers ma mère surtout, envers sa mère à lui, ma grand-mère. La jeune femme tombe des nues. Pour s'en assurer, elle contacte sa banque. Voici ce que lui aurait répondu sa conseillère. Elle me dit, écoutez mademoiselle, le compte, la somme ne correspond pas du tout, puisqu'il vous reste que 80 € et quelques. On se dit non mais attendez, il y a un problème, c'est pas le relevé de compte que j'ai sous les yeux, c'est pas la même chose du tout. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et en même temps, elle était incapable de répondre, puisque pour elle, c'était un compte comme les autres, et c'est pas à elle qu'il fallait que je pose les questions. Avec l'aide de son père, Aurélie multiplie les appels et les relances. Pendant près d'1 an, elle restera sans aucune explication de son oncle, jusqu'à ce qu'elle reçoive cette fameuse lettre. Aurélie, toute cette situation n'est pas de ma faute, sauf que j'aurais dû être plus vigilant. Je voulais t'expliquer de vive voix ce qui s'est passé à mon insu. Dans sa lettre, l'oncle prétend que si l'argent a disparu, il n'y est pour rien. Il ne donnera pas plus d'explications. Aurélie, elle, se sent alors trahie. C'était entre guillemets le dernier lien que j'avais avec ma famille maternelle. Et je pensais que celui-là, il aurait été solide. Mais il ne l'a pas été. Cet argent, c'est pas pour la question d'argent, d'espèces, de liquide, de compte. C'est que c'est la seule chose que ma mère m'a laissée. Et j'estime que c'était pas à lui d'en profiter, c'était pas à lui de s'en servir. C'était de l'argent qui me revenait et c'était la dernière contribution de ma mère pour mon avenir.
Pas pour son avenir à lui, pas pour ses vacances à lui, pas pour ses petits plaisirs personnels. Sa responsabilité, c'était de s'occuper de mon argent, s'occuper de moi, entre guillemets, par ce biais-là, et pas laisser ça comme une affaire. Tiens, moi j'en veux pas, tu la gardes, quoi. Depuis que son oncle est passé aux aveux, Aurélie n'a plus aucune nouvelle. Lassée, elle s'en remet alors à sans aucun doute. Lundi 8 octobre, notre équipe part à la rencontre d'Aurélie. Que sont devenus les 20 000 €? Qui les a utilisés? L'oncle a-t-il réellement été victime d'une tierce personne? Pour le savoir, nous nous rendons chez lui. Nous sommes en caméra cachée. La suite, dans un instant. Nous étions à l'instant avec Aurélie qui s'apprêtait à demander des comptes à l'un de ses oncles qui aurait détourné son héritage. Voici la suite de notre document. Depuis que son oncle est passé aux aveux, Aurélie n'a plus aucune nouvelle. Lassée, elle s'en remet alors à sans aucun doute. Lundi 8 octobre, notre équipe part à la rencontre d'Aurélie. Que sont devenus les 20 000 €? Qui les a utilisés? L'oncle a-t-il réellement été victime d'une tierce personne? Pour le savoir, nous nous rendons chez lui. Nous sommes en caméra cachée. Le nom de l'oncle d'Aurélie ne figure pas sur l'interphone. Au hasard, elle sonne chez les voisins pour savoir s'il habite toujours là. Ah, est-ce que vous savez où est-ce qu'il serait parti? Je ne sais pas du tout. D'accord, il y a longtemps? Ah oui, quand même. D'accord. Bon, au revoir, je vous remercie. La voisine est formelle. L'oncle d'Aurélie n'habite plus là depuis plusieurs années. Dernière chance pour elle de le retrouver, son lieu de travail. Là encore, nous sommes en caméra cachée. Je souhaiterais voir monsieur. Si c'est Vous possible. avez rendez-vous? Non, je suis sa nièce en fait. Ah oui, mais elle n'est pas toujours là. Vous êtes sa nièce. Comment elle s'appelle, sa nièce? Aurélie. J'ai ta nièce Aurélie à l'accueil. Je peux te la passer? Alors, il y a moyen qu'on se voie? L'oncle d'Aurélie est en déplacement. Sur son portable, la standardiste parvient à le joindre, mais il ne peut pas lui parler dans l'immédiat. Pour la jeune femme qui espérait enfin avoir des explications, la déception est grande. Je suis un peu déçue parce que je m'attendais vraiment à le voir, parce que j'ai beaucoup de questions à lui poser, des questions qui sont sans réponse, des questions qui sont importantes pour moi. Mais coup de théâtre, pendant l'interview, le téléphone d'Aurélie sonne. Contre toute attente, l'oncle rappelle Aurélie. Il va lui faire une révélation de taille. C'est sa femme qui aurait dilapidé les 20 000 €. Qui a pris la décision de prendre sur le compte? Qui a été... C'est avec elle, je n'étais absolument au courant de rien. D'accord. J'en ai jamais vu la couleur, donc je pense que c'était pour payer les dettes qu'elle avait à l'époque où elle était artisan. La femme aurait utilisé les 20 000 € à des fins personnelles. Quant à l'oncle, il ne veut plus entendre parler de cette affaire. Je veux pas d'emmerde, je veux plus d'emmerde, je veux plus de ça, je veux m'en sortir, je veux en sortir. Donc tu fais comme moi, tu prends un avocat, et voilà. La conversation tourne court. Aurélie contacte alors l'ex-femme de son oncle. La tension est palpable. Allô? Oui, bonjour, c'est Aurélie. Oui, bonjour Aurélie. J'aurais voulu qu'on se voie pour parler, pour savoir exactement ce qui s'est passé. De toute façon, j'ai pas spécialement envie de te voir, on peut en parler au téléphone si tu veux. En fait, qu'est-ce que t'as fait avec ce compte? T'as fait quoi? Moi, si j'ai dépensé tout l'argent, c'était pour me sortir de... À l'époque, quand j'ai arrêté mon activité, payer tout ce que je devais payer, sans que mon oncle soit au courant. Je sais que tu n'as rien à voir dans l'histoire. Malheureusement, ça s'est passé comme ça. La seule chose qu'elle m'a dit, c'est que j'avais qu'à faire comme les autres, parce qu'apparemment je suis pas la seule dans ce cas-là. Elle aurait eu des problèmes avec son entreprise, des employés apparemment, et qu'il fallait que je fasse comme les autres, que je porte plainte et que mon dossier passerait sûrement en fin de liste parce qu'il n'avait pas beaucoup d'importance, quoi. Cette femme ne nie rien, bien au contraire, elle reconnaît les faits. Mais elle n'ira pas plus loin dans la conversation. Pas d'excuses, pas même de promesses de remboursement. Aurélie en attendait davantage. Lorsqu'elle se recueille sur la tombe de sa mère, c'est la rancœur qui l'emporte. Je pense que ma mère, ce qu'elle pense de tout ça, c'est que elle doit être super déçue de sa famille. Parce qu'ils n'ont pas été là, ils n'ont pas été corrects. Ils l'ont trahi, ils l'ont trahi.
J'espère quand même qu'elle est fière de moi. Je pense qu'elle me soutiendrait, quoi que je fasse. Malgré la déception, Aurélie entend mener son combat jusqu'au bout. Une façon pour elle d'honorer la mémoire de sa mère. Sur notre plateau, Aurélie a séché ses larmes, mais la jeune femme est amère. Elle en veut terriblement à l'un de ses oncles qui aurait utilisé les 20 000 € qui lui revenaient de droit. Cet argent était plus qu'un symbole. C'était le dernier cadeau d'une maman qui allait mourir. Ça me choque parce que toute mon enfance, je l'ai passée avec eux. À tous les Noëls, les réveillons de fin d'année. C'était vraiment le seul lien qu'on avait, entre guillemets, avec sa famille. Il n'a pas pris ses responsabilités et il a pris ça avec légèreté. Et, il a laissé sa femme s'en occuper et c'était pas à sa femme de s'en occuper, c'était à lui. Je pense qu'il n'était pas au courant. Aurélie est profondément blessée. Elle estime avoir été trompée. Et plus que la somme d'argent aujourd'hui disparue, c'est la manière qui la choque. Autant elle m'aurait appelé en me disant voilà, écoute Aurélie, j'ai des gros problèmes financiers, on est dans la galère avec ton oncle, est-ce que tu peux nous prêter cette somme? Moi j'aurais pas de souci. À partir du moment où voilà, c'était noté, tout était bien encadré, il n'y avait pas de problème. Mais ça a été fait dans mon dos, ça a été fait vraiment, ça non. Et puis le fait de mentir, d'envoyer des faux documents, de me laisser pendant 1 an à me dire oui, on voit avec le notaire, on voit avec l'avocat, on voit avec la banque, on voit avec... Non, ça c'est vraiment me promener, non. Mais aujourd'hui, comme Eric, le demi-frère d'Aurélie nous l'explique, ces 20 000 € ne seraient pas du luxe. Aurélie ne gagne pas sa vie. Elle n'a pas 25 ans, elle n'est pas au RMI. Elle a des projets professionnels, elle a besoin de payer des stages. Et c'est vrai que mine de rien, cet argent pourrait l'aider. Nous allons faire le maximum pour permettre à Aurélie de récupérer l'intégralité de son argent. Pour cela, nous devons savoir quelles sont les responsabilités de chacune des parties, y compris celle de la banque de la jeune femme, visiblement trop peu vigilante dans cette affaire. Première interrogation, pourquoi la banque a ouvert ce compte-là? Deuxième interrogation, pourquoi le juge des tutelles n'a pas plutôt réagi en l'absence de compte rendu de placement, en l'absence de justification de ce que c'était bien l'oncle tuteur qui avait ouvert le compte. Troisième question, pourquoi la banque a autorisé une dame qui n'était pas tutrice à retirer des fonds alors qu'elle n'avait pas le pouvoir de le faire? Il est clair que ce proche et sa femme n'auraient pas dû utiliser les 20 000 € d'Aurélie. Le moment est donc venu de les contacter. Josa Enjambe, notre journaliste, est déjà sur le terrain. Nous la joignons. On a 3 points d'attache, l'oncle, son ex-épouse et la banque. Où vous trouvez-vous là actuellement? Alors actuellement, je suis à 100 mètres du domicile de l'oncle d'Aurélie. D'accord, donc nous essayons de le joindre de manière au téléphone maintenant. Et si nous n'y arrivons pas, vous allez essayer d'organiser ce dialogue. D'accord, Josa? D'accord, à tout de suite. À tout de suite, on y va, c'est parti. Josa est sur le terrain en attente d'instructions. Nous contactons le proche d'Aurélie mise en cause. Il décroche son téléphone et commence par un lapsus assez révélateur quant à l'état de ses relations avec son ex-femme, elle aussi mise en cause. Oui, ma gueule. Oui, bonjour, pourrais-je avoir s'il vous plaît Oui, excuse-moi, je croyais que c'était mon épouse. C'est pas grave, mais ce n'est pas le cas. Je me permets de vous déranger quelques instants. Je me présente, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute. Trêve de plaisanterie. Avant de demander à ce proche comment il compte rembourser Aurélie, nous devons d'abord savoir s'il reconnaît avoir pris l'argent. Qu'en est-il sur ces 20 000 €? Est-ce que vous savez, vous, ce qu'ils sont devenus? Moi, absolument pas. Mais c'était vous qui étiez le tuteur? J'étais son tuteur, aucun problème. Ça, je le reconnais, j'assume. J'assume aussi mon irresponsabilité de ne pas avoir vérifié ce que faisait mon épouse. C'est tout. Donc, vous n'avez jamais été à la banque chercher de l'argent? Non. Donc ça veut dire que la banque a laissé cette ex-épouse prendre des sous alors qu'elle n'avait aucun titre pour ça. Comment elle a fait? J'avais certainement signé une procuration ou je sais pas quoi. Peut-être signer un papier sans vérifier ce qu'il y avait dessus. Ce proche reconnaît avoir été négligent dans cette affaire, mais il rejette la responsabilité de la perte des 20 000 € sur son ex-femme. Aurélie lui demande des précisions. Elle m'a dit qu'elle avait jeté tous les documents. Ouais, ça je sais pas. Enfin, monsieur, à un moment donné, si ça va devant le juge, il va falloir que tout le monde donne des explications. Vous vous rappelez? C'est clair, mais de toute façon, ça, j'assumerai. Assumer. Voilà un mot que nous avons déjà entendu plusieurs fois et ce n'est pas fini. Mais les explications du tuteur d'Aurélie ne suffisent pas à convaincre Nathalie Fellono.
Je comprends pas bien. Quand les retraits ont été faits, c'était à ce moment-là, votre ex-femme était votre femme. Oui. Donc l'argent, vous en avez forcément vu la couleur. Parce qu'elle n'a pas pris de l'argent comme ça pour le jeter par la fenêtre. Absolument rien vu du tout. Non mais vous fermez les yeux sur tout, quoi. Plus d'éclaircissement, vous avez les coordonnées de la personne. Non mais attendez, monsieur, attendez. Moi, j'étais pas mariée avec elle. Hein. Donc ce qui se passe, c'est que dans votre vie, quand il y a quand même votre compagnon, votre compagne, qui prend 20 000 €, c'est pas des petites sommes. Dans cette affaire, ce proche nous dit avoir été dépassé par les événements. C'est en tout cas ce qu'il veut nous faire croire. Puis il exprime un regret un peu tardif, celui d'avoir accepté de devenir le tuteur d'Aurélie à l'époque. Voilà, j'ai fait une grosse connerie. Ouais. C'est-à-dire ? J'ai voulu faire plaisir à ma mère qui ne voulait pas que le beau-père d'Aurélie soit tuteur. Mais c'est pas mon beau-père, c'est mon père. Et j'ai accepté pour faire plaisir à ma mère d'être le tuteur de ma nièce. Voilà mon erreur, c'était mon irresponsabilité à ce sujet-là, c'est que je n'ai rien vérifié, je faisais une entière confiance. Non mais attendez, vous faisiez confiance, mais est-ce qu'à un moment donné, vous avez, vous, en tant que tuteur, rendu des comptes au juge ou est-ce que vous aviez confié ça à votre femme ? Je pense que... Enfin, je ne me rappelle plus comment ça s'est passé. Monsieur, mais, je sais pas, on n'est pas... Monsieur, moi je veux bien, mais on n'est pas tuteur tous les 4 matins, bien, quoi. Je sais bien. Vous vous rappelez bien si à un moment donné, vous avez été devant une personne qui vous a dit « Alors, monsieur, où en est-on sur les comptes? Montrez-moi. » On se rappelle de ce genre de scène. C'est un courrier annuel. Est-ce que vous l'avez fait ou pas? Monsieur, vous savez, la loi ne protège pas les imbéciles. Ça, faut quand même que vous le sachiez. Je suis prêt à assumer, mais... Ah, ben alors voilà, alors comment vous êtes prêt à assumer? Monsieur, la facture, c'est tout simple. Elle a 2 aspects. D'une part, c'est 20 000 €. Comment vous faites? Parce que votre ex-femme, c'est bien gentil, mais c'est vous le tuteur, c'est l'argent qui vient de votre sœur qui est morte, pour votre nièce. Je sais. On est bien d'accord? Donc... de mélanger les... Non, monsieur, c'est pas une question de mélanger, parce que pour votre nièce, c'est important, c'est pas de l'argent qu'elle a gagné au loto, c'est l'argent qui vient de sa mère. Donc c'est ce que je vais vous dire, il y a 2 factures, monsieur. Il y a la facture financière, comment vous payez, et la facture morale, qu'est-ce que vous faites pour que votre nièce, qui a perdu sa mère, qui a l'impression d'avoir été volée par son oncle, par sa tante, s'en sorte? Je lui ai redit exactement la même chose, qu'elle prenne un avocat. Le tuteur d'Aurélie ne semble pas éprouver beaucoup de compassion. Il n'a pas l'air non plus de vouloir aider sa nièce. Notre homme rappelle tout de même qu'il avait proposé un petit arrangement il y a peu. J'ai essayé de proposer l'autre jour de la régler par mois, mais ça sera une somme minime. Mais est-ce que vous l'avez fait spontanément il y a 1 an, 2 ans, 3 ans de lui proposer ça, Aurélie? Ça faisait bien 2 ans que j'avais pas de nouvelles, 2-3 ans. Non, même plus que ça. Ça faisait 2 ans qu'elle m'avait pas envoyé de textos sur mon téléphone portable. Voilà, et donc vous, c'est normal? Elle préférait qu'elle systématiquement m'appelait en m'envoyant des textos plutôt que de me parler de Elle ne donnait pas quoi. de leçon de morale, ni de conduite. Hein. Ce qui vous embête, c'est qu'elle vous communique avec vous par texto? Débrouillé, parce que déjà, j'aime pas trop ça. Ah bon? Elle adore qu'on lui prenne des sous sur son compte, par contre, elle adore ça. Donc, enfin. Les arguments du tuteur qui tente de justifier l'absence de communication ces dernières années avec sa nièce n'ont rien de convaincant. Aurélie n'est pas non plus convaincue par l'arrangement financier qui lui aurait été proposé. Pour se justifier, notre homme invoque finalement une incapacité à rembourser. Je suis en surendettement. À l'époque, tu avais dit au juge que tu étais en dossier de surendettement, sauf que le dossier... Ça n'a pas changé depuis cette époque-là. Non. À l'époque du jugement, moi, quand tu m'as dit qu'il n'y avait plus d'argent sur le compte, en m'envoyant une lettre que tu m'avais envoyée à moi et une au juge... Il a bien fallu ce moment-là que j'essaye de protéger mes arrières. Oui, sauf que le dossier de surendettement n'était pas à ton nom. Le côté aussi sentiment que j'ai pour mon épouse. Mais les sentiments pour ma mère, ça... On n'exagère pas, Aurélie. Bah si, c'est un petit peu ça. Bah si, bah non, mais j'exagère pas, c'est pas moi qui ai exagéré. Je suis obligé de raccrocher parce que je suis sur mon lieu de travail. Ce qui me choque le plus, c'est qu'il y a un magistrat qui, à un moment donné, a entendu les craintes de la famille d'Aurélie, qui a dit « Attention, ne confiez pas cet argent à son père ». Et on vous le confie à vous, digne de confiance, à vous, en disant « Ça ne sera pas le père, ce sera vous ». Et vous nous dites « Oh, vous savez, ma femme, à un moment donné, a dû avoir des problèmes ». J'ai fait une erreur et je la reconnais. Le tuteur d'Aurélie affirme avoir des problèmes d'argent. Il aurait même un dossier de surendettement. Nathalie Fénono se charge de lui rappeler un détail important. Je suppose que devant la commission de surendettement, vous n'avez pas inscrit parmi vos autres dettes les 20 000 € de votre nièce. Je crois pas que ce soit possible. Ah bah si, quand on sait qu'on doit de l'argent à quelqu'un, quelle que soit la façon dont on l'a pris, c'est quand même une dette. Je sais pas. Ah si, mais je vous le dis, c'est une dette. En principe, on a l'obligation de dénoncer 100% de ces dettes à la commission.
Parce que sinon, si on dit que la moitié de la vérité, ça sert à rien. Et alors, les gens qui ne disent pas toute la vérité, ce qui leur arrive, c'est que le plan de surendettement cesse et on vous liquide tout ce que vous avez. Mais c'est-à-dire qu'on vous met en faillite et on vend. Comme une société, voyez, en liquidation. Mais de toute façon, le problème, c'est que j'ai rien à vendre. Hein. Vous pouvez me saisir mes meubles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je n'ai pas l'argent, je ne peux pas rembourser. Ou alors, c'est une somme minime tous les mois. Voilà, c'est bon. Nous tournons en rond. Nos questions insistantes agacent notre homme qui se trouve sur son lieu de travail et veut raccrocher. Mais auparavant, Aurélie veut tirer un détail au clair. Malgré son divorce, son tuteur a-t-il réellement quitté sa femme? Son lapsus, au début de notre conversation, ne semblait pas totalement anodin. On vient de t'appeler, la première chose que t'as dit, excusez-moi, je croyais que c'était mon épouse. Donc soit c'est ton épouse, soit c'est ton ex. Ou alors est-ce que vous avez divorcé pour partager les biens et pour pas être embêtés les deux? Je sais pas, c'est des questions aussi que je me pose. Hein. Oui, excuse-moi, je croyais que c'était mon épouse. C'est pas grave, mais c'était pas le cas. Parce que bizarrement, c'est pareil, à ton boulot, vous avez pas appelé sa femme, parce qu'apparemment là-bas t'es toujours marié, enfin vous êtes toujours ensemble, ou vous êtes plus ensemble. Ma vie privée ne regarde pas le... Non, mais elle regardera le juge, monsieur. Un père ou une mère ont une immunité pénale quand ils volent leur fille. Pas un oncle, pas une tante. Au moins, on est d'accord que quand elle va attaquer donc au pénal les uns et les autres, vous viendrez témoigner en disant « c'est mon ex qui a tout pris ». Ça, au moins qu'elle puisse se retourner vers quelqu'un. Ça sera certainement comme ça. Bon, ok. Eh bien, je vous remercie, monsieur. Je vais vous passer quelqu'un qui va vous laisser nos coordonnées au cas où. Et merci de nous avoir parlé dans le cadre de cette émission, sans aucun doute, monsieur. Nous caressons encore l'espoir de voir cette affaire se régler à l'amiable. Sur le terrain, notre journaliste, Josa Enjambe, prend rendez-vous dans un café avec notre homme pendant sa pause déjeuner. En attendant, Aurélie veut nous dire son écœurement. Quand j'entends comment il réagit, pour moi, il se fout de ma mère, il se fout de moi, alors je pardonnerai pas, quoi. Ouais. Autant la dernière fois, quand je l'ai eu au téléphone, j'avais un sentiment, limite de pitié, quoi. Je veux pas d'emmerde, je veux plus d'emmerde, je veux plus de tout ça, je veux m'en sortir. Il est un peu victime comme moi, mais autant là, quand je l'entends, le détachement et tout, non, ça non. Aurélie se sent trahie par son tuteur. Elle n'est pas prête à pardonner, même si les 20 000 € auraient été dépensés par son ex-femme. Nous décidons donc de la joindre. Mais c'est une impasse. Nous contactons à nouveau notre journaliste Josa Enjambe qui veut nous donner le résultat de son entretien avec le tuteur d'Aurélie. On a beaucoup parlé de la situation, il était ému et puis on est revenu très vite sur le problème qui le concernait directement. Il nous a signé une reconnaissance de dette. Donc il s'est engagé à rembourser la somme de 20 000 € à Aurélie par versement bancaire permanent qui commenceront dès le mois prochain. Des versements de combien? 200 €, Julien. Bon, écoutez, c'est pas l'idéal, mais déjà, on est sûr au moins... Il a avancé qu'il avait une situation financière compliquée, mais il a vraiment tenu à faire un geste et c'était vraiment le maximum qu'il pouvait faire. Bon, vous, de toute façon, ça ne vous convient pas? Non. Alors, non, parce que moi, j'ai pas à attendre 10 ans pour récupérer une somme qu'il a mis une journée à prendre, quoi. C'est une question de principe. Je peux pas dire amen à ce qu'il me demande. Moi, il a pas négocié avec moi pour prendre l'argent. Ils ont pas négocié que ça soit lui ou elle. Personne m'a demandé mon avis. Nous avons tout de même fait un premier pas avec la signature d'une reconnaissance de dette. Mais Aurélie n'est pas satisfaite par les conditions de remboursement. 100 € par mois, ce n'est pas assez. Une action en justice semble donc inévitable. Mais Éric de Caumont a une meilleure idée. Il propose de se tourner vers la banque qui gérait le compte de la jeune femme. Quand une banque prend ce genre de risque, de responsabilité, et ça arrive, on le voit dans cette émission assez souvent de la part des banques, de laisser faire n'importe qui, de ne pas vérifier les signatures, de même pas rencontrer les personnes, de ne pas demander de pièce d'identité, moi je dis qu'elle prend une responsabilité dont elle doit assumer les conséquences et il y a peut-être quelque chose à creuser d'intéressant là. Ce que je vous propose, c'est d'aller téléphoner avec un journaliste de Sans Aucun Doute à la banque, en se présentant officiellement comme étant l'émission, pour le coup, en leur demandant des explications et dire « j'exige de savoir d'avoir les bordereaux qui faisaient les retraits ». Est-ce que c'était monsieur, auquel cas, d'accord, ou est-ce que c'était madame? Si c'était madame, là, ça change tout. Je veux que vous m'expliquiez pourquoi vous l'avez laissé faire. Vous avez besoin de savoir aussi, parce que le doute subsiste. Lui ou elle, on ne sait pas où est la vérité, et la vérité, c'est la banque qui la détient. Et ça, pour vous, ça va bien vous aider. Ah oui, c'est important. Ouais. Allez, un journaliste va vous accueillir et on va faire ses appels. Aurélie quitte le plateau pour téléphoner au service communication de sa banque en compagnie de notre journaliste Emmanuel Lafortune.
L'interlocutrice s'est montrée compréhensive. S'il s'avère que ce n'est pas son tuteur, mais plutôt sa femme qui aurait retiré l'argent, ce sera à la banque de restituer à Aurélie la totalité de la somme. Depuis, la banque a consulté ses archives et des prélèvements d'argent non autorisés sont apparus. C'est un début. Les bonnes nouvelles pourraient bientôt...